Sors dans ton potager, là, maintenant, et approche-toi de ton pied de tomate le plus beau, celui qui te rend fier. Touche cette fleur jaune au bout de la grappe, celle qui pendouille, molle, tiède du soleil de la veille, prête à tomber au moindre souffle. Regarde par terre, juste en dessous, sur la terre sèche et craquelée. Tu les vois, ces petites fleurs fanées qui jonchent le sol, ces boutons jaunes que ton pied a laissé tomber sans jamais former un seul fruit? Ton plant croule sous les fleurs, il est magnifique, vert, vigoureux, et pourtant tu ne récoltes presque rien. Et le pire, c'est que tu as fait tout ça toi-même, sans le savoir. Ce n'est pas la faute de ta terre, ce n'est pas une maladie. C'est un geste que tu répètes chaque semaine parce qu'on t'a dit que c'était bien. Et il existe une solution qui ne te coûtera pas un centime. Une chose que ton grand-père faisait sans même y penser. 7 jours, c'est tout ce qu'il te faut pour retourner la situation. Et cette semaine, celle où tu regardes ces fleurs jaunes, c'est celle qui décide de toute ta saison. Si tu attends encore, la vague de chaleur va passer, les fleurs vont continuer à tomber, et à l'automne tu compteras tes tomates sur les doigts d'une main. Il y a une erreur au cœur de tout ça. Une seule. 9 jardiniers sur 10 la font, et tant que tu l'as fait, tout le reste ne sert à rien. Ni l'arrosage, ni le paillage, ni les prières. Je vais te dire laquelle, mais pas tout de suite. Parce que si je te la lâche maintenant, tu ne comprendras pas pourquoi elle est si vicieuse. Garde juste ça en tête. Une erreur. Celle qui ressemble le plus à un bon geste. Alors qu'est-ce que tu fais, en général, quand tu vois tes tomates qui ne nouent pas? Tu files au magasin. Et là commence la vraie saignée de ton porte-monnaie. Regardons ensemble, honnêtement, ce que tu as déjà acheté. Le stimulateur de nouaison en spray, celui avec les hormones, te coûte entre 8 et 15 €. Mais il ne règle rien au fond du problème, parce qu'il force la plante à retenir des fleurs qui n'ont pas été pollinisées. Et tu obtiens des fruits creux, déformés, sans goût. L'engrais liquide spécial tomate, 6 à 12 € le flacon, promet monts et merveilles, mais bien souvent il est bourré d'azote. Et cet azote pousse ta plante à faire encore plus de feuilles au lieu de fruits. Le voile d'ombrage vendu en jardinerie, 15 à 30 €, fait le travail, oui, mais un vieux drap accroché sur 2 piquets fait exactement la même chose pour rien du tout. Fais le compte sur une saison. 30, 40, parfois 50 € partis en fumée, pour un résultat médiocre, des fleurs qui tombent quand même, et un panier à moitié vide. Tu connais cette sensation? Celle du flacon vide qu'on jette à la poubelle en se disant que 7 fois encore, ça n'a rien changé. Pendant ce temps, le geste qui marche vraiment est gratuit. Secouer ton plant ne coûte rien. Arrêter l'azote ne coûte rien, au contraire, tu cesses de dépenser. Ombrer avec un torchon ne coûte rien. Alors pose-toi la vraie question, celle qui dérange. Pourquoi personne, dans aucun de ces magasins, ne t'a jamais dit ça, simplement? Laisse-moi te montrer ce qui va se passer si rien ne change. Un matin de juillet, tu sors avec ton café. Le soleil tape déjà fort sur ta nuque. Tu regardes ton plant, encore couvert de fleurs la veille. Et là, au pied, une dizaine de fleurs par terre, les pédoncules jaunis, secs, tombés dans la nuit. 3 jours plus tard, encore. Une semaine plus tard, la grappe entière est nue. Tu ne comprends pas, tu as pourtant tout bien fait. Tu l'as arrosé, nourri, chouchouté. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que la vraie cause, la voilà qui arrive, et elle va te surprendre. Écoute-moi bien maintenant. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait exactement ce qu'on t'a appris, exactement ce qui est écrit sur les paquets. Le problème, c'est que celui qui a écrit ces instructions vend de l'engrais. Il ne te ment pas, comprends bien, il n'est pas malhonnête. Simplement, il vend de l'engrais. Alors il te parle d'engrais. Le geste qui sauve tes tomates, lui, ne rapporte rien à personne. Il ne se vend pas en flacon. Et c'est pour ça qu'il est resté dans l'ombre. Personne n'a eu intérêt à le rendre populaire. Réfléchis un instant à ton grand-père ou à ta grand-mère. Leur potager croulait sous les tomates, et ils n'avaient ni spray, ni hormones, ni engrais liquide.
Il ne connaissait même pas le mot pollinisation. Et pourtant ça nouait, chaque année, comme une évidence. Il faisait un geste, un tout petit geste, sans savoir pourquoi ça marchait. Je vais te le donner, ce geste. Tu vas comprendre la cause exacte, pourquoi ton plan fleurit sans nouer. Tu vas avoir un protocole complet en 5 points pour retourner ça en 1 semaine sans acheter quoi que ce soit. Mais avant, laisse-moi te raconter une histoire. Parce que ce geste, il y a un homme qui en a fait une science. Il y a un détail dans cette histoire sans lequel rien ne fonctionne. Et on y arrive. Retourne à la fin des années 80, en Belgique. Un vétérinaire, un homme qui soignait les bêtes, s'appelait Roland de Jong. Rien ne le destinait aux tomates. Et pourtant cet homme a changé pour toujours la manière dont pousse chaque tomate de serre que tu manges aujourd'hui. À l'époque, dans les grandes serres, les tomates fleurissaient magnifiquement et ne nouaient pas mieux que les tiennes. Exactement le même problème que toi dans ton jardin ce matin. Alors sais-tu ce qu'ils faisaient ces producteurs avant lui ? C'était un travail de fou. Imagine des serres immenses, longues comme des terrains de football, avec des rangées de plants à perte de vue, l'air lourd et brûlant sous le verre. Des ouvriers passaient plan par plan, fleur par fleur, avec une petite baguette qui vibrait, une sorte de bâton électrique qu'on avait surnommé l'abeille électrique. Ils touchaient chaque grappe de fleurs pour la faire trembler, une par une, sans en oublier aucune. Et il fallait recommencer 3 fois par semaine, sur des rangées interminables, courbées dans la chaleur, le bras tendu du matin au soir. Pense à cette cadence, à cette fatigue. Le lundi, tu commences la première rangée. Le mercredi, tu attaques la même, le vendredi encore. Et pendant ce temps, les nouvelles fleurs s'ouvrent sans t'attendre. Le dos cassé, la sueur dans les yeux, le bruit de la baguette qui bourdonne des heures durant. Un travail long, cher, épuisant, qui coûtait une fortune en main-d'œuvre. Mais ça marchait, et c'est ça le plus important. Chaque fleur qu'on faisait vibrer nouait, se transformait en fruit bien plein. Retiens bien ça, parce que c'est le cœur de tout. Il secouait, et ça donnait des tomates. Roland de Jong, en bon vétérinaire, observait les animaux. Et il a remarqué quelque chose que personne n'avait su exploiter. Le bourdon, ce gros insecte poilu, quand il se pose sur une fleur de tomate, il l'agrippe avec ses pattes et fait vibrer tout son corps à toute vitesse, un bourdonnement grave qui secoue la fleur entière. Exactement le même tremblement que la baguette électrique, mais gratuit et infatigable. Un bourdon ne connaît ni le lundi ni le vendredi. Il travaille tous les jours, du lever au coucher du soleil, sans qu'on le paie. Il a eu l'idée d'élever des bourdons pour les lâcher dans les serres. Le résultat a dépassé tout ce qu'on imaginait. Fini les ouvriers courbés avec leurs baguettes, fini les 3 passages par semaine. Une petite ruche, posée dans un coin de la serre, et les bourdons faisaient tout le travail, mieux et sans relâche. Nouaison régulière, fruits plus lourds, plus pleins, plus de graines à l'intérieur, presque 1/3 de récolte en plus. Aujourd'hui, ces petits bourdons travaillent dans les serres du monde entier, sur presque chaque tomate de supermarché, et tout part de ce vétérinaire belge et de son coup d'œil. Tu vois où je veux en venir ? 2 époques, 2 méthodes, un seul et même secret. La baguette à la main, hier, et le bourdon, aujourd'hui, font exactement la même chose. Ils font trembler la fleur. Et ce que le bourdon fait dans la serre, ta main peut le faire dans ton jardin, gratuitement, ce matin même. Mets un like pour Roland de Jong. Il l'a bien mérité. Cet homme a nourri la moitié de la planète sans que tu connaisses son nom. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi une simple secousse change tout. Et là, tu vas enfin comprendre ton plan. La fleur de tomate est particulière. Elle porte à la fois le mâle et la femelle. Elle n'a pas besoin d'un autre pied. Elle n'a même pas besoin d'une abeille pour la butiner. Elle se suffit à elle-même. Mais il y a un piège. Le pollen, cette poudre qui fait le fruit, est enfermé à l'intérieur, prisonnier dans un petit cône serré au centre de la fleur. Il ne tombe sur la partie femelle que sous l'effet d'une vibration. C'est comme une salière bouchée. Tu la retournes encore, rien ne sort, il faut la secouer d'un coup sec pour que le sel tombe.
Sans secousse, sans un coup de vent, sans un bourdon, sans ta main, le pollen reste enfermé. La fleur s'ouvre, elle attend, elle espère, et puis elle jaunit et elle tombe. Elle est morte de faim au milieu de l'abondance. Et par-dessus ça vient la chaleur, ce deuxième tueur silencieux. Quand ton thermomètre grimpe au-dessus de 30 degrés, ce pollen si précieux commence à se dessécher. Il devient collant, il perd sa force, comme une farine qu'on aurait laissée trop longtemps à l'air et qui fait des grumeaux. Au-dessus de 35 degrés, en quelques minutes de plein soleil, plus de 9 grains de pollen sur 10 sont morts, stériles, incapables de faire quoi que ce soit. Ta fleur peut bien être secouée. S'il n'y a plus de pollen vivant à l'intérieur, elle ne nourra jamais. Voilà pourquoi tes fleurs tombent en pleine canicule alors que tout semble parfait. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi maintenant, ce matin, devant ton plan ? La voilà, l'erreur dont je te parle depuis le début. Celle que 9 jardiniers sur 10 commettent sans jamais s'en douter. Ton plan est superbe, vert foncé, vigoureux, il déborde de feuilles et de fleurs. Et tu te dis, il est magnifique, il pousse tellement bien, je vais le nourrir encore un peu, lui donner un bon coup de purin d'ortie, un peu de fumier, de l'engrais riche. Ça paraît logique, ça ressemble à du soin. C'est écrit sur le paquet, nourrir pour récolter. Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit. Cet azote que tu donnes, c'est du carburant pour les feuilles. La plante le reçoit et se dit « Formidable, je pousse, je fais des tiges, des feuilles, du verre, encore du verre. » C'est comme un enfant qu'on gave de sucre juste avant le dîner. Il s'agite, il grandit, mais il ne pense plus du tout à ce qui compte. Toute l'énergie file dans le feuillage au lieu d'aller dans les fruits. Plus tu nourris à l'azote ta belle plante verte, moins tu auras de tomates. Et pendant ce temps, personne ne secoue les fleurs. Tout le monde attend gentiment les abeilles, qui, elles, ne font pas vibrer le pollen. 2 erreurs qui se cachent derrière un geste plein de bonne volonté. Le plus cruel, c'est le décalage. Tu nourris aujourd'hui, et les dégâts apparaissent 3 ou 4 jours plus tard, quand tu retrouves les pédoncules jaunis et les fleurs par terre. Jamais tu n'as pu faire le lien entre ton geste et le résultat. Comment aurais-tu pu deviner que ta gentillesse était le poison ? Écris-moi en commentaire, dis-moi franchement, tu le faisais toi aussi ? Tu la nourrissais quand elle était belle ? Indique ta région, on regardera ensemble si ça se recoupe, si c'est toujours au moment des grosses chaleurs. Maintenant, le protocole. 5 gestes à faire cette semaine, dès ce matin si tu peux. Écoute bien, parce que le dernier est le plus important. C'est celui que ton grand-père faisait sans le savoir. Première chose, tu arrêtes tout de suite l'azote. Dès que les fleurs apparaissent, plus de purin d'ortie, plus de fumier, plus rien de riche en verre. Tu coupes le robinet, net. Deuxième chose, tu passes au potassium et au phosphore, ceux qui font des fruits. Une poignée de cendres de bois bien tamisées, celles qui restent au fond du foyer, débarrassées des gros morceaux, que tu griffes doucement à la surface du sol au pied du plant, sans blesser les racines. Si tu as du purin de consoude bien dilué, 1 part de purin pour 10 parts d'eau, c'est parfait. La cendre, c'est gratuit, c'est dans ta cheminée, et elle donne à la plante exactement ce dont elle a besoin pour faire des fruits et non des feuilles. Troisième chose, tu ombrages aux heures les plus chaudes, entre 10 heures du matin et 4 heures de l'après-midi, avec un vieux drap, une cagette, un bout de toile, n'importe quoi qui coupe environ 1/3 du soleil. Attention, pas une bâche épaisse qui fait le noir complet, juste un voile léger qui tamise, à travers lequel tu vois encore le ciel. 1/3 d'ombre ne baisse pas ta récolte, au contraire, ça sauve ton pollen. Quatrième chose, tu arroses régulièrement, toujours au pied, jamais sur les feuilles, jamais sur les fleurs, et surtout jamais par à-coups. Une terre qui a soif un jour et qui déborde le lendemain fait tomber les fleurs. Enfonce ton doigt dans la terre, si c'est sec sous le premier centimètre, tu arroses, calmement, au pied. Et maintenant, la 5e, la plus importante, celle que je t'ai promise depuis le début.
tu vas polliniser tes tomates toi-même, à la main, en imitant le bourdon. Mais attention, pas n'importe quand, et c'est ça le détail que presque personne ne connaît. Le bon moment, c'est le milieu de la matinée, vers 10 ou 11 heures, par temps sec et ensoleillé. Pas le soir, pas sous la pluie, pas quand tout est humide de rosée, parce que le pollen mouillé se colle et ne tombe pas. Avant de secouer, regarde bien ta fleur. Une fleur prête, c'est une fleur grande ouverte, aux pétales jaunes bien écartés et repliés vers l'arrière, avec au centre son petit cône dressé. Celle-là est mûre pour recevoir. À ce moment précis, tu tapotes doucement la tige, le tuteur ou le fil de palissage, juste quelques petites secousses sèches. Toc, 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 comme si tu frappais discrètement à une porte. Tu ne casses rien, tu fais juste trembler. Ou bien, encore mieux, tu poses un doigt derrière la fleur et tu la fais vibrer, ou tu approches une brosse à dents électrique allumée contre la tige, juste derrière la grappe. Tu sens ce léger frémissement sous ton doigt, tu entends ce petit bourdonnement? C'est le bourdon qui revient dans ton jardin. Si la lumière est bonne, tu verras même une fine poussière jaune tomber de la fleur, un minuscule nuage de pollen. C'est exactement ça qu'il fallait. Et tu recommences tous les 2 ou 3 jours, tant qu'il y a des fleurs. Fais ça, ces 5 gestes, à partir de ce matin. Et voilà ce qui va se passer. Dans 5 à 7 jours, penche-toi sur les fleurs que tu auras secouées. Là où les pétales ont fané et bruni, au lieu de tomber, tu verras la base de la fleur qui gonfle, qui s'arrondit. Derrière ces pétales fanés, à la place où avant il n'y avait que du vide et une fleur qui tombe, tu vas voir une minuscule boule verte, dure, pas plus grosse qu'un petit pois. C'est ta première tomate qui a noué. La preuve, dans ta main, que ça marche. Et ce petit pois vert, tu ne le dois pas à un flacon, tu le dois à un insecte, qui n'est même pas l'abeille que tout le monde imagine. C'est le bourdon, le vrai ouvrier de tes tomates, celui dont le corps lourd fait vibrer la fleur exactement comme ta secousse du matin. Tu peux l'inviter chez toi sans rien payer. Une touffe de bourrache au bout du rang, quelques fleurs de facélie le long de l'allée, et il vient de lui-même, chaque jour, travailler pour toi pendant que tu bois ton café. Et le plus beau avec ces fleurs-là, c'est qu'une fois semées, elles reviennent toutes seules l'année d'après, sans que tu lèves le petit doigt. La bourrache se ressème dans un coin, la facélie repointe le nez au printemps, et te voilà avec un tapis bleu et mauve qui appelle les bourdons année après année, gratuit, sans effort, comme un cadeau que ton jardin se fait à lui-même. Et pendant que tu y es, ne jette plus jamais tes coquilles d'œufs. Écrase-les, glisse-les au pied du plant, et te voilà avec du calcium gratuit qui nourrit le fruit et qui tient à distance cette vilaine tache noire sous la tomate, celle qui gâche la récolte au moment où tu croyais avoir gagné. Regarde bien ce que tu viens de faire, parce que tout se tient dans un seul et même geste. La secousse réveille le pollen enfermé, l'azote coupé pousse la plante à faire des fruits au lieu de faire des feuilles. L'ombre aux heures brûlantes garde ce pollen vivant, et la bourrache attire l'ouvrier qui finit le travail. Un seul matin de ta semaine, et 4 problèmes tombent ensemble. Ce n'est pas une astuce de plus dans un carnet, c'est un principe que ton grand-père appliquait sans même connaître le mot. Et le plus beau, c'est ce qui disparaît de ta liste de courses. Le petit flacon de stimulateur, l'engrais liquide en promesse, le voile qu'on rachète chaque saison, ce spray qui sentait la chimie au fond du garage. Tout ça, tu peux l'oublier. Comprends une seule fois ce qui se passe dans le cône de la fleur et tu n'as plus jamais à payer pour ça. La cendre est déjà dans ta cheminée, la consoude pousse au coin du jardin et le bourdon ne t'envoie pas de facture. Alors imagine 2 potagers côte à côte, séparés par un simple grillage. Même graines achetées au même sachet, même terre, même soleil de juillet qui tape sur les 2 rangs. Chez le premier voisin, on arrose beaucoup, on pulvérise le samedi, on relit la notice, on s'inquiète devant chaque feuille, et pourtant, chaque matin une fleur jaune tombe dans la poussière, sans rien laisser derrière elle qu'une petite déception de plus. Chez le second, quelqu'un sort en pantoufles, passe une seconde à tapoter le tuteur en sifflotant,
effleure une grappe du doigt et rentre finir son café. 8 jours plus tard, chez ce deuxième-là, les grappes se chargent de petites boules vertes bien serrées, pendant que le premier voisin regarde par-dessus le grillage, sans comprendre ce qui lui manque. Même départ, 2 récoltes. La seule différence tient dans un geste que tu connais désormais par cœur. Maintenant, je veux que tu choisisses, pour de vrai. La voie A, c'est l'ancienne route, celle des sprays, de l'argent qui part et des fleurs qui tombent pour rien. La voie B, c'est la nouvelle, celle de la seconde de secousse et des fruits qui nouent. Écris en commentaire A ou B. Et explique pourquoi, pas pour moi, pour toi. Quand tu le dis à voix haute, tu t'entends penser, et c'est là que la décision devient vraie. Dis-moi aussi combien de pieds de tomates tu cultives cette année, et dans quelle région tu jardines, parce que le soleil du midi et celui de Normandie ne demandent pas tout à fait la même main. Pense à ce qui se passe en ce moment même, sous les pétales fanés, pendant que tu écoutes. Dans le silence du cône, des grains minuscules glissent enfin vers l'endroit qu'ils cherchaient depuis le premier jour de floraison. Une cellule en rejoint une autre, et une tomate commence, invisible, patiente, décidée. Quand tu secoues cette fleur, tu fais bien plus que remplir un panier au mois d'août. Ta main devient le vent qui manquait sous la serre, le bourdon qui n'était pas encore venu, le souffle que la plante attendait, sans savoir le nommer. Tu rends à ta tomate le geste que la nature lui donnait avant que nous mettions des murs et des toits de verre entre elle et le ciel. Tu lui redonnes sa tâche la plus ancienne, celle de transformer une fleur fragile en nourriture pour les tiens. La force n'est pas dans les flacons alignés sur l'étagère du magasin. La force est dans ta main qui a compris le bon moment et le bon geste. Le reste n'était que du bruit vendu au prix fort. Ce soir, en passant près de tes plants, effleure une grappe et souviens-toi qu'un geste de rien peut nourrir toute une saison. La racine sait. Donne-lui une raison de s'en souvenir.